Inouïe, c'est d'une violence sans précédent. De quel droit le service d'ordre du Front National se permet de rentrer dans un lieu que je comprends comme privé pour arrêter les Femen? Je demande que la justice soit saisie pour déterminer les conditions dans lesquelles ces gens du service d'ordre du Front National ont arrêté, brutalisé ces femmes. Il appartient à la police de faire ce travail. Il n'appartient pas à une milice, celle du Front National, de faire le travail de la police. C'est un service d'ordre, il y en a dans tous les partis. Honnêtement, vous ne pensez pas que n'importe quel parti aurait réagi de la même manière si des Femen avaient perturbé, par exemple, un meeting? Si elles viennent, par exemple, au congrès du PS, vous n'allez pas les accueillir avec des champagnes et des petits fours. Vous avez tout à fait raison. Mais nous ne sommes pas là dans le lieu du congrès. Nous ne sommes pas là dans la rue, qui est un espace public où le service d'ordre a vocation à agir. Nous sommes là dans une chambre d'hôtel, probablement, dans un appartement privé. Comment les gens du service d'ordre du Front National ont pénétré dans cet appartement? L'hôtel est-il complice? Ont-ils brutalisé et enfoncé la porte? Et de quel droit ont-ils de arrêter des personnes qui sont dans un lieu privé en train de manifester? S'ils n'étaient pas contents, ils n'avaient qu'à appeler la police pour mettre un terme à l'action des Femen. Et l'action des Femen qui trouble une expression démocratique, entre guillemets, c'est un rituel de notre vie politique, le défilé du FN, elle le trouble. Vous encouragez ce happening? Moi, je n'ai pas de commentaire à faire sur l'action des Femen. Elles sont aussi libres de manifester leur antipathie à l'égard du Front National. Peu importe si je partage ou pas les modalités de leur action, j'observe que notre pays est un pays de droit et que la liberté d'expression, elle est valable pour tout le monde et que d'aucune sorte, un service d'ordre ne peut pénétrer chez vous, monsieur Daïkoduy, pour aller stopper sur le balcon. Bien entendu, mais oui. Demain, si vous êtes sur votre balcon et que vous mettez une banderole, qu'est-ce qui va se passer? Un service d'ordre d'un parti politique a le droit d'y entrer? Je ne crois pas un seul instant, et c'est la raison pour laquelle je demande que la justice soit saisie de cette affaire pour déterminer les conditions dans lesquelles ce service d'ordre est intervenu. Alors quelqu'un d'autre s'est illustré hier dans ce défilé, c'est Bruno Gollnisch, qui a eu une altercation avec des journalistes du Petit Journal. Les journalistes qui disent qu'ils ont été agressés, lui il dit qu'il se plaignait d'une perche qui était tendue. Bruno Gollnisch, il vous prend régulièrement pour cible devant les militants en disant que vous êtes un Français de fraîche date, parce qu'en effet, vous êtes né au Brésil, vous avez été naturalisé en 1998. Vous avez même porté plainte en justice contre lui. Ça en est où de cette plainte sur ce Français de fraîche date? Et oui, j'ai déposé plainte contre ces propos ignobles de M. Gollnisch, qu'apparemment on a l'habitude. La plainte, elle suit son cours. Pourquoi ignoble? Il dit que vous êtes Français de fraîche date. Parce qu'il prétend que je suis moins français que d'autres. Et que ça, ce n'est pas la République française. La République française, dès lors que vous êtes français, vous êtes un Français comme tous les autres. Et donc il insinue qu'il y a des Français de papier et des Français de souche. C'est ça la théorie du Front National et la doctrine profonde du Front National. C'est ce qu'avait laissé également sous-entendre Jean-Marie Le Pen à propos de Manuel Valls. Absolument, c'est ce qu'a dit Jean-Marie Le Pen à propos de Manuel Valls. Leur stratégie, c'est de faire la différence entre les Français de papier, comme ils les appellent, et les Français de souche. Il y aurait donc pour le Front National deux catégories de Français, et c'est la raison pour laquelle nous disons que le Front National n'est pas un parti républicain. Et pour Bruno Gollnisch, plus particulièrement dans le Front National, est-ce que c'est un des moins républicains de ce parti que vous dites anti-républicain? Monsieur Gollnisch est à l'image du Front National. Il en est un responsable politique de premier plan. Il est d'ailleurs l'un des élus, député européen. Et d'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, si Mme Le Pen veut faire le nettoyage au Front National, qu'elle aille au bout, qu'elle ne tienne pas de double discours. C'est d'ailleurs la stratégie du Front National de garder les méchants, ceux qui détiennent encore des propos xénophobes, racistes, homophobes, et de faire semblant de faire sa banalisation. Madame Le Pen est une esthéticienne, mais le maquillage, ça ne suffit pas pour convaincre les Français. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé hier, au 1er mai, est tout simplement à l'image de ce parti politique qui est des milices. Il frappe et brutalise. Un service d'ordre, encore une fois. Il frappe et brutalise des journalistes. Il ne ressemble pas tout à fait aux autres services d'ordre des autres partis. Écoutez, moi je connais les amis du service d'ordre du Parti socialiste. Ils ne rentrent pas dans des lieux privés pour empêcher les gens de parler ou de s'exprimer. Donc là encore une fois, à mon avis, ça mérite que la justice soit saisie. Et s'agissant de ma plainte, elle est en cours et nous attendons que la Commission européenne, ou plutôt que le Parlement européen, enlève l'immunité parlementaire de M. Gollnisch. Allez, on va passer, Daïk, à un tout autre sujet. Un duel républicain, s'il en est, le duel Huchon de la Gontrie. Oui, vote le 28 mai par les militants socialistes pour désigner qui sera le chef du file du PS aux régionales en Ile-de-France. Et vous soutenez Jean-Paul Huchon. Pourquoi? Parce que je connais Jean-Paul Huchon, qu'il dirige la région depuis de nombreuses années avec habileté. Il sait rassembler la gauche et je crois qu'il est bien placé pour gagner. Mais je crois que c'est les militants qui ont à trancher. C'est la raison pour laquelle il y a un vote. Et je souhaite que ce vote se passe dans des bonnes conditions, loyales,
où la parole, tout simplement, est aux militants qui décident à la fin. Oui, vous parlez de bonnes conditions parce que la campagne est tendue. On écoute ce que disait Jean-Paul Huchon de Marie-Pierre de la Gontrie. C'était cette semaine chez nos confrères de Radio Classique. Il suffit pas de dire faut renouveler ou faut féminiser, faut avoir des idées. Pour le moment, je vois rien. Voilà. Alors on parle rien, aussi, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va discuter et dans 3 semaines, ça sera terminé. C'est le président quand même qui parle de sa première vice-présidente, des personnes qui dirigent la région depuis 18 ans ensemble. C'est un problème quand même. C'est vrai qu'il y a des tensions. C'est pas moi qui vais vous les cacher aujourd'hui sur votre plateau. Elles existent. Parfois, elles sont au-delà des limites de part et d'autre. Je pense qu'il faut calmer le jeu, revenir tout simplement à nos instances démocratiques, que chacun garde son calme. Les militants ont vocation à trancher, parce qu'après le vote des militants le 28 mai, il faudra rassembler tout le monde pour aller vers la campagne contre Mme Pécresse, dont je vois qu'à droite, sa campagne ne prend pas. Elle n'imprime pas. Elle est bloquée autour de 25, 26 ou 28% ça, c'est dans le sondage. des sondages. En tout cas, tout le monde dans son camp est derrière elle, ce qui n'est pas le cas pour l'instant du PS. Donc ça fait quand même une différence. Tout le monde dans son camp, non, puisque Chantal Joanneau, comme vous l'avez observé, elle n'est pas dans son camp, elle est à l'UDI. Là, je parle de l'UMP, du camp de l'UMP, qui est assez divisé au niveau national. Au niveau régional, il est quand même plutôt unanimement derrière Valérie Pécresse. Allons jusqu'au bout. Au départemental, l'UMP et l'UDI ont fait liste commune. J'observe que dans d'autres régions, l'UMP et l'UDI font liste commune. Ce n'est pas le cas en région Île-de-France. Pourquoi ? Sans doute, c'est lié à la personnalité ou à la politique de Mme Pécresse. En tout état de cause, j'observe qu'elle n'imprime pas... Il y a des stratégies nationales et pas forcément la personnalité de Mme Pécresse. Mais j'observe, vous regardez les résultats vous-même, elle n'imprime pas, y compris dans son propre camp à l'UMP, quand on regarde les sondages. Je crois que la victoire, elle est tout à fait possible pour le Parti socialiste et la gauche. Nous avons besoin de bien réaliser ces primaires. Il faut ensuite rassembler la gauche au mieux possible dès le premier tour. Et je crois que cette région, elle sera encore entre nos mains si nous arrivons à faire une belle campagne. Je veux une campagne populaire pour une région populaire. Donc là, on attend de savoir aussi pour qui vont se positionner les responsables franciliens. Alors, il y a une rumeur dans le petit milieu qui dit que Claude Barthelone va sans doute appeler à voter Marie-Pierre de la Gontrie. C'est un coup dur pour Jean-Paul Huchon parce que c'est une figure forte, c'est surtout notamment le patron de la Seine-Saint-Denis, qui est une fédération où il y a beaucoup de militants et qui peut faire les différences. C'est une mauvaise nouvelle, éventuellement, ce ralliement de Claude Barthelone à Marie-Pierre de la Gontrie, qui encore une fois, pour l'instant, n'est qu'une rumeur. Oui, voilà, vous venez de le dire, c'est une rumeur. Et moi, je préfère attendre la fin du dépôt des candidatures, qui est fixée d'ici la semaine prochaine. Et nous verrons clairement qui sont les candidats et qui se positionnent en fonction des candidats. Je sais moi-même que Claude Barthelone ne donnera pas de consigne officielle avant la fin du dépôt des candidatures. Peut-être n'a-t-il pas totalement abandonné d'être candidat. J'attends de voir. Il a dit qu'il ne l'était pas. Plus, là, Nous allons voir ce qu'il en est. Mais je crois qu'il faut respecter aussi les instances démocratiques. Il y a un dépôt de candidature. Ça se finit la semaine prochaine. On verra très clair. Pour ma part, je soutiens Jean-Paul Huchon. Oui, je crois que c'est le meilleur candidat pour nous emmener à la victoire. Oui, mais c'est son 4e mandat. Il dirige la région Île-de-France depuis 18 ans. C'est peut-être pas une image de renouvellement. Moi, je préfère avoir de l'expérience. Et d'ailleurs, Marie-Pierre de la Gontrie est aussi là depuis 1998. De ce point de vue-là, il n'y a pas de changement en termes de nombre de mandats. Je crois que ce dont nous avons besoin, c'est de la solidité, une capacité à gouverner, une capacité à diriger cette région. Il n'est pas usé, une capacité. Quand je le vois, je n'ai pas le sentiment que ce soit un garçon qui soit usé. Je vois plutôt quelqu'un qui est vivace. Et les images que vous venez de montrer montrent quelqu'un qui est déterminé dans la compétition. Et on va voir si François Hollande est usé, lui, au bout de 3 ans. Oui, lui, s'il n'est pas au bout de 3 mandats, c'est qu'un seul. Mais on a l'impression que c'est comme s'il était là depuis déjà très très longtemps. Il y a un sondage ce matin, 80% des Français ont un bilan globalement négatif de ces 3 ans de mandat. 80% aussi ne souhaitent pas qu'il se représente à la présidentielle. Pourquoi les Français n'aiment pas François Hollande ? Je ne crois pas ça. Je crois qu'ils apprécient la personne de François Hollande. C'est aussi ce que nous disent les sondages. Mais je crois que ces sondages, il faut les regarder avec lucidité, avec réalisme. Que nous disent-ils ? Ils nous disent un mécontentement sur le plan du chômage. Ils nous disent un mécontentement sur le plan de la reprise économique qui n'est pas tout à fait là. Or, je pense que viendront aujourd'hui les résultats à partir de cette année et l'année prochaine encore plus. Parce qu'on voit que les conditions de la reprise sont au rendez-vous, qu'il y a un frémissement notamment dans l'investissement industriel et qu'aujourd'hui, on est en train de créer des conditions pour que la reprise économique soit là et que l'emploi reparte à la hausse. Mais ce discours-là, on l'entend quand même depuis quelques mois et là, on a eu le chômage record cette semaine. Donc, je sais bien qu'il y a un décalage entre les politiques et les effets, mais ce décalage, il a l'air de durer. Oui, mais plus que jamais, les conditions sont favorables. Tous les grands instituts internationaux et même nationaux nous disent qu'il y aura de la croissance pour l'année 2015, plus de
de 1% et bientôt 1,5%, ce qui est la condition pour que l'emploi reparte à la hausse. Et si l'emploi repart à la hausse, vous verrez que le regard des Français changera sur François Hollande. En attendant, on est déterminé, on n'a pas le choix, on doit continuer et on fera les comptes à la fin du mandat. Et je crois qu'il n'y a pas d'autre candidat possible que François Hollande. Même s'il ne faut pas se préoccuper aujourd'hui de 2017. C'est un débat qu'on a dans le congrès du Parti socialiste. Certains militent pour une primaire, comme Christian Paul ou Karine Berger. Je ne comprends pas pourquoi il y a cette obsession de la primaire. On a un président de la République. On a un candidat naturel. Pourquoi s'exciter sur des primaires? Parce que si 80% des Français disent qu'ils ne veulent pas que Hollande soit candidat à nouveau. Donc c'est pas idiot que vous, le PS, vous disiez on pourrait peut-être avoir un candidat de secours. Non, mais ça n'existe pas sous la Ve République. À un moment donné, il faut juste être lucide. J'ai le sentiment que ceux qui, au Parti socialiste, parlent de primaire, pensent davantage à leur propre candidature aux primaires qu'au sort de François Hollande. Ce congrès, c'est un congrès pour rien, puisque Cambadélis a été rejoint par Martine Aubry. Donc l'enjeu, c'est quoi de ce congrès qui aura lieu au début du mois de juin? C'est savoir si les frondeurs vont faire 20, 30, 40%, c'est quoi? On peut voir les choses comme ça, vous avez raison, mais je crois que l'enjeu de ce congrès, il est assez simple. C'est de donner une majorité et un bloc majoritaire fort au Parti socialiste pour que le PS pèse dans les 2 dernières années du quinquennat. Et nous voulons peser avec Jean-Christophe Cambadélis, que je soutiens dans le cadre du Congrès, avec la question de l'égalité. Nous voulons mettre l'égalité au cœur des 2 prochaines années. Nous avons plusieurs propositions dans notre texte. Et si on veut qu'effectivement le PS pèse sur les affaires et sur le pays, dans la société française comme au gouvernement, on a besoin de dégager une majorité forte, une majorité stable. Et j'ai le sentiment qu'aussi bien Christian Paul que Karine Berger ne veulent pas de cette majorité forte. Ils préfèrent un PS émietté. C'est les titulaires des 2 motions. Christian Voilà. Paul, c'est les frondeurs, et Karine Berger, c'est les recours. Je ne me rappelle plus son titre, mais elle n'est pas frondeuse. Mais c'est un autre. D'ailleurs, c'est pas clair. Ça... Elle est frondeuse, bon. elle n'est pas frondeuse. Bon. Mais elle n'est pas dans les frondeurs. Voilà, elle y est sans l'estre. Mais donc ça, c'est un peu compliqué. Mais c'est pas le PS qui gouverne. C'est François Hollande. Le on est Parti d'accord. socialiste porte des idées, vous avez raison, c'est le président et il n'y a pas de mandat impératif. Et c'est pourquoi, si on veut que les idées du Parti socialiste soient entendues par le président, soient entendues par le gouvernement, il faut qu'il y ait une majorité très forte qui ressorte de ce congrès. Si on sort avec un Parti socialiste émietté, fragmenté, comme on était d'ailleurs après le congrès de 2008 à Reims, alors le PS ne s'occupera pas de la société française et de la politique dans le pays. Il va s'occuper de lui-même et sera totalement incapable de peser sur les événements. Merci beaucoup, Édouard Doré-Ancipel. Merci, Daïc. Merci,